bel exemple de la science et politique. Et je passe la parole à Ahmed Insel. Merci Béatrice. Quand Béatrice m'a suggéré de participer à ce séminaire, je lui ai proposé de faire un travail, une présentation en deux volets. D'abord, évidemment, sur cette situation de liberté académique, liberté de parole, liberté d'expression en Turquie, d'une part, qui vont ensemble, hein, c'est liberté d'expression et liberté académique. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus, d'une manière très nette, d'une manière très stricte, les séparer. Et en même temps, vous savez que dans le cas de la Turquie, nous avons une situation progressive allant d'une démocratie autoritaire vers un autoritarisme musclé et autocratique, donc dans lequel on retrouve pas mal des éléments de la progression, avec bien entendu l'intensité bien différente, avec férocité bien différente, mais des glissements similaires dans le monde de démocratie libérale occidentale. Effectivement, on retrouve, par exemple, en France, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, et je soutiens vraiment et je félicite les initiatives, ceux qui ont pris l'initiative de création de cette association, il y a eu subitement en France, depuis quelques mois, 3 ouvrages qui sont publiés sur cette question. Donc, du coup, la question interpelle. Il y a eu un ouvrage qui est publié en 2021, fin 2021, par l'Université de Bruxelles, c'est les éditions de l'Université de Bruxelles. Ça s'appelle donc La liberté académique, enjeux et menaces, publié par nos collègues de Franqueville, Aude Merlin et Pierre-Étienne Vanma. Après, il y a eu un ouvrage publié en France en janvier de cette année de Claude Gauthier et Michel Zanouki et Favrel de la défense, ça s'appelle de la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche. Et puis, il y a un 3e ouvrage qui a été publié par nos collègues Dex, Philippe Alder, Vincent Gesser et Yves Merman sur l'enquête en danger, et qui traite cette fois-ci sur la question des difficultés de plus en plus à mener des enquêtes sociologiques. Tout ceci dans le domaine des sciences sociales, évidemment, plus particulièrement en France. Les mêmes choses se passent avec une amplitude beaucoup plus grande, mais je pense qu'il n'est pas opportun, il n'est pas pertinent de mettre une séparation très nette entre ce qui se passe en Turquie et ce qui se passe dans le monde occidental, tout en étant bien conscient qu'il y a un degré considérable en répressive, férocité, etc. Mais le glissement en question est important. Donc, il y a une vague d'autoritarisme qui monte à peu près partout dans le monde, et à côté des autoritarismes musclés qui revient ouvertement, et qui sont massivement répressifs, le cas de la Russie, on a vu, le cas de la Chine, qu'on pourrait aussi citer, se développent des autoritarismes un peu sournois qui font reculer à petits pas donc les libertés fondamentales sous couvert d'une nécessaire scission, nécessaire équilibre entre la sécurité et la liberté. Je crois qu'en Turquie, par exemple, la remise en cause de plus en plus importante des libertés académiques et des libertés d'expression s'est fait au nom d'un besoin de sécurité, de la remise plutôt d'une rééquilibration dans l'équation sécurité-liberté. Donc, en érodant progressivement, mais sûrement d'une manière continue, le champ des libertés, au nom de renforcement de la sécurité de tous, ces politiques dites réalistes ou pragmatiques, la plupart du temps dans le monde occidental, ou des politiques dites plutôt nationalistes d'État dans le monde plus autoritaire. Ces politiques, donc, sont mues essentiellement par une aspiration qu'on peut appeler post-démocratique, et elles visent la généralisation d'un conformisme de sécu-liberté, ce qu'on appelle le conformisme de sécu-liberté, par la soumission des acteurs sociaux et des chercheurs, dans le cas d'espèces,
aux normes de sécurité édictées par un pouvoir qui peut être technolibéral ou ailleurs national autoritaire. Donc, en forçant un peu le trait de ma formation économiste, je dirais, on peut dire que cette sécu-liberté, ce qu'on appelle sécu-liberté, est aux libertés fondamentales et en premier chef donc à la liberté d'expression et à la liberté de recherche, ce que les modèles de flexi-sécurité sont au principe des droits des salariés sur le marché du travail. On ne supprime pas tous les droits, mais on les rend aléatoires et individuels et non pas des droits de groupe. C'est le principe de flexi-sécurité et c'est aussi sur le principe la même chose dans le monde de la recherche et ce que vous avez expliqué sur la suppression du statut de fonction publique, en fait, en est l'émanation la plus forte. Et puis, elle ne renvoie pas à une annulation donc brutale et massive des libertés, à leur mise sous tutelle progressive, évidemment, sous tutelle de la primauté des normes de sécurité et de conformité qui sont édictées par le pouvoir. Et cette propension de régime de démocratie libérale à pousser par petits coups le cursus du côté de la sécurité et vers le conformisme se manifeste aussi dans le champ académique et qui donne aussi des justifications à des autoritaires d'autres régions comme justification de leur intervention autoritariste. Donc, nous avons à peu près 4 cas de figure, à mon avis. Premièrement, c'est le cas des dictatures, mais faut-il en parler? C'est la dictature ouverte. De toute façon, nous savons ce que c'est. Il est quand même bizarre de pouvoir parler de liberté académique quand il y a une dictature ouverte dont le summum, c'est la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on va en parler de liberté académique en Corée du Nord? Qu'est-ce qui reste comme liberté? Alors, il y a aussi des autocraties électives. C'est le cas de la Turquie qui est plus intéressant à mon avis parce que ce sont des situations intermédiaires, grises, plutôt gris foncé, mais grises quand même. Et ces autocraties électives, ou ce qu'on appelle le national-capitalisme autoritaire, sont des régimes à la fois répressifs, mais en même temps des régimes qui essaient d'obtenir une légitimation par le bas. Donc, du consensus, production d'un certain consensus. Et dans le cas de la Turquie, le glissement s'est fait de la production d'un consensus par une idéologie à la production d'une soumission par la répression à partir des années 2014, 2015, 2016, notamment après le fameux coup d'État, tentative de coup d'État qui a échoué et qui a donné au pouvoir la possibilité de décréter un état d'urgence qui a duré pendant 2 ans, suspendant les droits fondamentaux et qui a permis au gouvernement ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, c'est-à-dire de révoquer à peu près 150 000, 140 000 fonctionnaires sans passer par les tribunaux, par décision administrative. L'état d'urgence, donc, suspendait le droit fondamental de sécurité d'emploi des fonctionnaires. Et dans ces fonctionnaires, il y avait des policiers, des militaires, etc., mais aussi des universitaires, mais aussi des enseignants du secondaire. Et il y a eu à peu près 4 500 enseignants universitaires qui ont été révoqués, 25 000 universitaires, plus des chercheurs en dehors des universités, plus des chercheurs, et aussi bien sûr des syndicalistes, etc. Et parmi ces personnes révoquées, il y avait aussi un groupe dans lequel j'ai fait partie, puisque j'étais professeur à l'université francophone à Istanbul à l'époque. J'étais parti quelques mois avant, mais j'étais en retraite. Donc, du coup, nous avons été signataires d'une pétition en 2016, début 2016, en 2016, oui, 2015, pardon, 2015, je confonds maintenant. Non, c'est 2016, c'est avant le coup d'État. C'est en janvier 2016. Et cette pétition qui disait « Nous ne pouvons pas participer à cette guerre. Nous ne pouvons pas rester silencieux devant cette guerre. » C'était en fait la destruction par
par l'armée turque et par la police turque de quelques localités kurdes dans la Turquie même, dans lesquelles des organisations kurdes avaient organisé des sortes d'insurrections partielles. Bon, mais la répression était féroce. Hein. Donc, nous avions remis en cause cette politique de l'État et nous avions, et c'est ça qui a coûté, qui a énervé énormément Erdogan, et nous avions insinué que cet acte pouvait être relevé de la Cour pénale internationale en termes de crimes contre l'humanité. Et donc, sur 1180 signataires de cette pétition, 680 ont été révoqués. Il y a eu des procès, mais les procès n'ont pas abouti in fine. Simplement, une collègue a payé quelques mois en prison. Les autres ont été condamnés. Après, les condamnations ont été cassées, bon, mais aucun n'a retrouvé son emploi encore aujourd'hui. Donc, ils sont révoqués. Ils sont un peu, je dirais, ils sont un peu mis dans l'état de nature sans aucune protection, sans aucune possibilité de retrouver leur emploi. La plupart d'entre eux, bon, ils essayent de faire des emplois ou partir à l'étranger. Ils sont venus beaucoup dans le cadre du programme PAUSE, justement, en France. Alors, cette répression se fait aussi par le biais, bien entendu, de nomination des présidents d'université directement par le président de la République, hein, suppression du droit, suppression de l'élection par les pairs, se fait par la fermeture des centres de recherche ou par changement total des directions du centre de recherche. Et surtout, le plus important, c'est que le nombre de les fonctionnaires, y compris donc dans l'enseignement supérieur et la recherche, à la place de ces fonctionnaires évoqués, évidemment, il y a eu une massive création d'embauche sur la base stricte de loyauté et non pas de compétences. Et ça, c'est un problème à long terme qui pose énormément, puisque ce genre de personnes, évidemment, sont des personnes qui vont rester pendant 20 ans, 30 ans sur la base de leur loyauté. Et le jour où le gouvernement a changé, le régime a changé, il va y avoir encore un autre problème. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui ont été nommées à des postes importants, qui jugent, qui professeurs, qui directeurs de recherche? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comment on va faire? C'est donc le problème de ce type de régime, c'est au-delà du changement du pouvoir, c'est aussi ce qui laisse comme trace indélébile sur très long terme. La destruction, c'est à court terme, mais aussi des conséquences sur les trop long terme. Et puis enfin, il y a troisième cas de type. Il y a un ouvrage qui va paraître bientôt en anglais d'un collègue de Sciences Po, il s'appelle Sergei Guriev, et avec Daniel Tressman, ils vont publier un bouquin que je suis en train de lire pour éventuellement faire traduire en turc, acheter les droits. Ça s'appelle Spin Dictators. Comme les spin doctors, ce sont des spin dictators, c'est-à-dire ce sont des dictateurs, nouveaux types, hein, c'est des dictateurs, nouveau régime du 21e siècle qui essayent de totalement biaiser l'information pour obtenir le consentement. Et dans cette biais introduit totalement dans l'information, évidemment, la recherche est un phénomène, est une dimension très importante. L'intervention sur la recherche, l'intervention dans les sciences sociales, pour pouvoir justement créer une production de savoir conforme au pouvoir, un nouveau conformisme de ce type. Alors, et pour terminer, je dirais, le péril vient aussi, et là nous avons aussi ce problème dans le milieu de l'opposition en Turquie, vient aussi bien entendu, pas simplement du pouvoir d'État, mais il peut aussi provenir de l'air du temps, de l'esprit de l'époque, du monde de la recherche lui-même, qui donne un certain esprit opportuniste, donc de l'utiliser pour ses propres fins. Un nouveau régime, par exemple, de surveillance de chercheurs, fondé sur le principe de symétrie, avec obligation d'accorder aux enquêtés un droit d'autodétermination de leur propre représentation, est aussi très dangereux
pour la liberté de la recherche. Il ne faut pas simplement attaquer et être vigilant vis-à-vis du pouvoir, mais aussi vis-à-vis de cette nouvelle qu'on peut appeler, que je peux appeler du puritanisme méthodologique, qui devient aussi l'expression d'une autre forme de conformisme. Donc, la pratique de priver le chercheur de sa liberté par le moyen du droit pénal à cause de ses activités de recherche est un indicateur de caractère despotique d'un régime, comme en Chine, en Turquie ou en Iran, pour ne citer que les trois exemples. Un moyen moins brutal mais plus répandu, c'est la perte d'emploi, comme vous avez souligné tout à l'heure pour la Russie. Et ces pratiques ne sont pas circonscrites à quelques régimes despotiques, comme j'ai dit, des régimes despotiques patentés, avec une intensité et gravité moins forte. Elles sont aussi présentes dans une large palette de pays. L'exclusion systématique de l'accès aux moyens financiers, les sujets de recherche ne pas correspondre à une demande sociale, la précarisation de l'emploi de chercheurs, etc. Tout ce qu'on peut appeler un peu aussi les conséquences des politiques néolibérales sur l'organisation de la recherche. Le dogmatisme des pairs et les pressions des lobbies d'intérêt sont des pratiques courantes et qui ne sont pas nouvelles. Aujourd'hui, une poussée vers le conformisme, c'est aussi l'acceptation sans critique des idées et des comportements établis et des normes édictées que nous voyons beaucoup en Turquie aujourd'hui sur les questions sur lesquelles nous avons gagné une avancée considérable dans les années 2000, par exemple la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens, des recherches sur la question du génocide des Arméniens. Nous avons publié énormément de livres et que nous continuons encore à pouvoir publier aujourd'hui ces livres en Turquie, mais faire la recherche sur ce thème dans l'université n'est plus possible. On peut publier, on peut faire une recherche hors milieu universitaire. Notre maison d'édition publie beaucoup de livres de ce genre, mais ce n'est plus dans le monde universitaire. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la situation grise. Hein. On ne peut pas dire en Turquie, ah non, le génocide arménien, on ne peut pas en parler. On peut en parler. Moi, je suis une des personnes qui anime ce type d'activité de recherche avec beaucoup d'autres. Heureusement, nous ne sommes pas très peu sur cette question-là, mais dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche, non. Là, c'est quelque chose qui est totalement fermé. Et enfin, le recours au code pénal. C'est quelque chose que j'ai découvert dans un discours de Eleanor Roosevelt en 1948, je crois. Elle dit, mais c'est très bien de mettre, je crois que c'est, j'ai pas retrouvé ce matin exactement, donc du coup je cite de mémoire, elle dit, c'est très bien de mettre dans le droit pénal la pénalisation du discours de la haine, etc., etc. C'est très bien. Mais si jamais c'est les pouvoirs autoritaires qui commencent à utiliser cet article du Code pénal, comment on fait? C'est exactement ce qui se passe en Turquie. L'immense majorité des personnes qui sont aujourd'hui poursuivies pour leurs recherches, pour leurs messages Twitter, etc., sont suivies pour incitation à la haine. Incitation à la haine contre qui? À la haine de la majorité turque, ou incitation à la haine contre le président de la République, incitation à la haine contre le parti au pouvoir, etc. Donc, effectivement, là, sur cette question-là, il faut qu'on soit très, très vigilant sur la question de la liberté d'expression. Et par exemple, récemment, le Conseil supérieur de l'université en Turquie a refusé de reconnaître l'équivalence d'une thèse de doctorat qui a été faite par Mehmet Deniz à SUNY, State University of New York, une thèse faite en anglais, dont le sujet était, si j'ai bien noté, Who Rules Erdogan's Turkey? Et sous-titre, c'est le pouvoir du business, le pouvoir de l'entreprise et la montée de l'autoritarisme populiste. Et le Conseil supérieur de l'université a trouvé que c'était une thèse qui était acceptée par Sony, etc., une thèse qui était trop idéologique, et surtout, il a déposé une plainte devant le procureur injurieux et poussant à la haine contre le président de la République. Donc, la nécessité de respecter donc l'équilibre, et la même chose, vous savez, ça se passe en Chine pour les questions ouïghours. Hein, c'est en Turquie la question arménienne, en Chine la question ouïghour, en Iran
d'autres questions similaires. La nécessité de respecter donc l'équilibre entre la liberté et la sécurité, cette équation qui a surgi dans la période de la guerre froide, a toujours fonctionné, il faut qu'on le sache, a toujours fonctionné dans un sens, dans un seul sens, c'est-à-dire vers la diminution des libertés pour accroître la sécurité. Et le conformisme peut aussi s'imposer comme une posture dogmatique par le bas, par les pairs, par les chercheurs. Donc, il n'y a pas que le dogmatisme par le haut, il y a aussi le dogmatisme par le bas, et par un penchant conservateur des pairs ou par une attitude tout aussi dogmatique d'un puritanisme à discours qui peut avoir des formes progressistes, qui peut aller jusqu'à essentialiser son sujet d'étude, son approche et sa manière de faire la recherche. Donc, du coup, je pense que nous, en Turquie, en tout cas, je dis en Turquie, en tout cas, moi, malheureusement, je ne peux pas y aller, mais mes collègues en Turquie mènent une bataille double, à la fois contre le pouvoir, mais à la fois aussi le conformisme qui s'est installé dans le milieu de la recherche, parce que c'est une zone grise, et on peut exister, mais en même temps, il faut en même temps lutter au sein de l'institution contre cette acceptation, contre cette intériorisation des normes de la recherche. Merci. Voilà, merci.